Aujourd'hui, on va s'intéresser à une histoire assez fascinante, celle de la chute d'un des plus grands esprits de son temps, le grand Averroès. C'est vraiment la question qui est au cœur de tout ça. Comment un homme qui était au sommet de la société a-t-il pu, du jour au lendemain, tout perdre? C'est un vrai mystère historique et on va essayer de le reconstituer pièce par pièce. Alors, imaginez un peu la scène. On est à Cordoue, au cœur de la magnifique grande mosquée, qui était à l'époque un véritable phare du savoir mondial. Et là, au milieu de tout ça, un homme, un penseur respecté de tous, est forcé d'écouter la foule, une foule qui le maudit, qui lui crache dessus. Cet homme, eh bien c'est Averroès. Et c'est là, à ce moment précis, que sa disgrâce atteint son point le plus tragique. Pour bien comprendre comment on a pu en arriver là, il faut d'abord qu'on s'intéresse à la victime de ce procès, Averroès, de son vrai nom Ibn Rushd. C'était un homme qui vivait avec un conflit fondamental au plus profond de lui-même. Averroès, ce n'est pas n'importe qui. C'était un véritable pilier de la société. Juge suprême, médecin personnel du calife, issu d'une famille hyper prestigieuse. On pourrait s'imaginer un personnage un peu froid, distant, mais pas du tout. Les témoignages de l'époque le décrivent comme le plus humble des hommes, quelqu'un qui portait des vêtements tout simples, presque usés. Ce n'était pas un intellectuel dans sa tour d'ivoire, il était vraiment au cœur du pouvoir et de la vie de la cité. Et voilà, on touche au cœur du problème, à la tension fondamentale de sa vie. D'un côté, il est le qadi, le juge. Son job, c'est d'appliquer la charia, la loi religieuse, la tradition. Mais de l'autre, il est le philosophe, le philosophe. Et là, sa passion, c'est la falsafa, c'est la quête de la vérité par la raison, en se plongeant dans les écrits des Grecs comme Aristote. Lui, il était convaincu qu'on pouvait concilier les deux, qu'il y avait en fait deux chemins qui menaient à la même et unique vérité. Le problème, c'est que pour ses ennemis, cette position, c'était juste impossible, c'était intenable. Bon, maintenant qu'on connaît le personnage, regardons un peu le décor, le lieu du crime, si on peut dire, la société dans laquelle tout ce drame va se jouer. Et c'était une société profondément divisée. Pour bien se représenter la société almohade de l'époque, l'image d'un arbre à deux troncs est parfaite. C'est vraiment ça, une analogie qui nous aide à comprendre la fracture qui parcourait tout l'Empire. Alors voilà ces deux troncs. D'un côté, vous avez le tronc doctrinal, les gardiens de la pureté de la foi, les religieux, les juristes. Et de l'autre, le tronc civil, l'élite au pouvoir, les politiques, les administrateurs, qui eux étaient beaucoup plus ouverts aux arts, aux sciences et bien sûr à la philosophie. Ces deux mondes cohabitaient, mais leur vision était souvent en totale opposition. Et Averroès, il se trouvait où dans tout ça? Eh bien, pile au milieu, exactement sur cette ligne de faille. Sa fonction de grand juge, c'était de faire le pont, de maintenir un équilibre entre ces deux camps. Une mission quasi impossible qui faisait de lui une cible de choix pour tout le monde. Allez, passons à l'enquête. Maintenant, on va regarder le dossier d'accusation. Quels étaient les mobiles, qui étaient ses ennemis, et surtout, quelles preuves ont-ils bien pu utiliser contre lui? Regardez comment, en à peine plus de 10 ans, tout s'effondre autour de lui. D'abord, il perd son plus grand soutien, le calife, son protecteur, qui meurt. Ensuite, il appuie une réforme qui met en colère tous les juristes conservateurs, de très mauvais ennemis à se faire. Et le coup de grâce, c'est l'exécution de son principal allié à Cordoue. Résultat, en 1197, Averroès est seul, complètement vulnérable. Et pour ses rivaux, c'est le moment rêvé pour attaquer. Et des adversaires, croyez-moi, il en avait. Il y avait les juristes traditionalistes, évidemment, furieux de la réforme qu'il avait soutenue. Il y avait aussi des clans rivaux, comme les Ash'ari, qui rêvaient de prendre sa place. Et puis, il y avait tout simplement la jalousie. La jalousie de ses collègues, qui ne supportaient plus son prestige et sa proximité avec le pouvoir. Un cocktail explosif de rancœur professionnelle et de calcul politique. Il faut qu'on comprenne bien l'outil qui va être utilisé pour le faire tomber, la mirna. Attention, ce n'est pas l'Inquisition comme on la connaît en Europe. C'est quelque chose de bien spécifique, une sorte de procès public, une mise à l'épreuve, organisée par le pouvoir lui-même, pour des raisons qui sont toujours un mélange de politique et de religion. Et là, voilà la pièce à conviction. La fameuse preuve que ses ennemis attendaient. Cette petite phrase, rapportée par un ancien disciple, c'est une bombe. En gros, en questionnant la vérité littérale d'une histoire du Coran, il a donné à ses adversaires l'arme parfaite pour crier au blasphème, pour l'accuser de ne plus croire en rien. Alors, armés de cette citation et de plein d'autres extraits sortis de leur contexte, ces accusateurs ont monté tout un dossier contre lui. L'accusation principale était simple mais absolument dévastatrice. Averroès
fait passer la raison et la nature avant la foi et la loi divine. Pour eux, c'était un traître à la religion. Et on arrive maintenant au point culminant de cette affaire tragique, le procès. Et surtout, ses conséquences terribles pour Averroès et pour la pensée. Sa chute a été méthodique et d'une brutalité sans nom. D'abord, la condamnation politique, le calife lâche, il cède à la pression des plus radicaux. Ensuite vient l'humiliation publique, dans le lieu le plus sacré de la ville. Et puis, l'expulsion avec son propre fils. Le coup de grâce, c'est l'exil à Lucella. Ce n'est pas un hasard, c'était un moyen de l'humilier encore plus, en le liant à la communauté juive. Mais le verdict ne visait pas que l'homme, non. C'est tout son travail, tout son projet intellectuel qui a été condamné. Le calife a ordonné de brûler ses livres de philosophie et a tout simplement interdit qu'on l'étudie. C'était une tentative de refermer violemment la porte que la pensée d'Averroès avait ouverte. Et ce n'était pas juste une attaque contre lui, ça a été une véritable purge. Son co-accusé a connu le même sort. D'autres intellectuels de son cercle ont dû se cacher, fuir pour sauver leur peau. Même le poète de la cour a été viré. Les chroniqueurs de l'époque racontent que ses disciples se sont éparpillés partout, terrorisés. Le message était on ne peut plus clair, la pensée libre n'avait plus sa place. Alors, au final, que faut-il retenir de toute cette histoire? Quel est l'héritage d'un procès aussi retentissant? En fait, il n'y a pas une seule réponse. La chute d'Averroès, c'est un cas d'école. Ce n'est pas juste un simple conflit entre la foi et la raison. C'est bien plus complexe que ça. C'est un mélange de jalousie personnelle, de manœuvres politiques et d'une véritable guerre idéologique sur la place que la philosophie devait avoir ou non dans la société. Une tempête parfaite en quelque sorte. Mais au fond, l'histoire d'Averroès, elle est universelle. Elle nous raconte cette tension qui a toujours existé et qui existera toujours entre les traditions, le pouvoir en place et les penseurs qui osent poser des questions, qui osent déranger. C'est une lutte qui se répète à chaque époque, dès que des idées nouvelles viennent bousculer un peu trop l'ordre établi. Ce qui nous laisse avec cette question, qui est toujours aussi pertinente aujourd'hui qu'au XIIe siècle. Quand une nouvelle façon de penser vient remettre en cause qu'on a toujours cru, qui a le droit de juger? Le pouvoir politique, les gardiens de la tradition, la communauté des savants? Le procès d'Averroès ne nous donne pas la réponse, mais il nous force à nous poser la question. Et c'est peut-être ça son plus grand héritage.